Didim Shalom, les passions d'un Hébreu cette semaine, eh bien, j'ai pensé devoir parler à propos de l'événement de cette semaine, la signature de ce que l'on appelle les accords de paix entre les Émirats arabes unis et Israël et l'intention d'un accord entre le royaume de Bahreïn et Israël. Alors voilà ce que j'aurais voulu dire. Cette cérémonie prétend être un événement national de célébration, mais personne ne savait vraiment ce qu'il y avait dans l'accord. Depuis ce matin, nous en savons un peu plus. Mais tout de même, le format utilisé par le Premier ministre Netanyahou pour signer la paix avec les Émirats arabes unis et un accord d'intention avec le royaume de Bahreïn reflète fidèlement l'état actuel accumulé au sein du pouvoir gouvernemental israélien. Bien qu'il ait annoncé dans son dernier discours à la nation, sur un ton presque provoquant, je dirais, qu'il s'envolerait pour Washington au nom de tout le peuple d'Israël, signer un accord entre lui et deux États arabes actuellement disposés à établir des relations officielles. À la Maison-Blanche, les États du Golfe arrivèrent avec une délégation de ministres pour signer et être présents, pendant que M. Netanyahou arriva seul avec sa femme, ses deux enfants et le chef du Mossad, Yossi Cohen. Aucun des ministres du gouvernement n'était là. En fait, M. Netanyahou a géré ce processus seul. Personne ne sait vraiment ce qui a été convenu concernant ces accords, personne ne sait quel est l'engagement du Premier ministre sur la question de l'annexion et s'il y aura un accord pour les fameux avions F-35. Mais probablement Sarah le savait et Yair aussi. C'est une cérémonie de signature au niveau des ministres des Affaires étrangères. Les souverains des Émirats arabes unis et de Bahreïn ne se sont pas rendus à Washington. Y avez-vous prêté attention? Que fait M. Netanyahou là-bas avec sa famille? N'est-il pas offensé que les dirigeants des Émirats et de Bahreïn ne l'honorent pas de leur présence et de leur accueil? Leur absence le fait paraître plus ardent qu'eux, et venant d'une position inférieure, dirais-je, comme si lui seul était vraiment avide de cela. En langage diplomatique, désolé, mais cela ressemble à un affront face à Israël. Imaginez un seul instant que M. Anwar el-Sadat, d'honorer mémoire, envoyé à sa place pour la cérémonie de signature de la paix avec Menachem Begin, son ministre des Affaires étrangères, Boutros Boutros-Ghali. Juste bizarre. Bizarre. Tout est étrange maintenant en Israël. La quarantaine semble hallucinante, pas réelle. La télévision regorge d'entretiens avec des chefs d'entreprise qui réfléchissent ouvertement à la possibilité d'une révolte contre le pouvoir, soutenue par de nombreux médecins chevronnés et la présidente de la commission Corona, Madame Yifat Shacha Bitton. Il y a une drôle d'odeur étrange dans l'air ici. La quarantaine est censée être l'ultime démonstration de force d'un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Et la quarantaine, point d'interrogation, point d'exclamation, ce sont des jours où non seulement personne ne sait vraiment ce qu'il y a dans l'accord, mais personne ne sait vraiment ce qu'il adviendra de nous. Et tandis que dans la bulle pastorale de la pelouse de la Maison-Blanche, réunis par une journée ensoleillée et chaude pour déclarer la paix au Moyen-Orient et mettre fin à tous les conflits qui n'étaient pas, entre parenthèses, dans le domaine de la vraie guerre. Eh bien, vous vous souvenez, hier soir, des missiles ont été tirés vers le sud d'Israël. Ironie de l'histoire, un rappel dramatique du vrai conflit que personne ne peut ou ne veut résoudre foncièrement. Mais tout comme lors de la cérémonie du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, cette fois aussi, aucun des dignitaires présents n'a sensiblement été ému par les écrans qui s'illuminaient, les écrans de leur portable, concernant l'escalade entre le Hamas et Israël. Ils étaient, bien sûr, certes, trop absorbés par la célébration de la paix. Il nous faut savoir que cette partie du monde arabe ne nous a pas combattus depuis fort longtemps. Certainement pas
le genre de bataille que M. Netanyahou a décrite avec enthousiasme comme faisant partie des horreurs de la guerre qu'il avait vécues par le passé. Ces descriptions exagérées n'ont pas seulement ajouté à l'événement, mais l'ont même altéré en exposant bruyamment les lacunes qui y étaient cachées. En tout état de cause, aucune des personnes présentes n'a réellement sacrifié quoi que ce soit, si ce n'est pour retarder l'annexion des territoires et d'autre part reconnaître l'existence de l'État sioniste. Et donc, il n'y a eu, je dirais, aucun soupir de soulagement ni même de reconnaissance d'être parvenu à cette paix puisqu'elle n'impliquait nullement la fin d'un conflit où la sueur et le sang auraient coulé. M. Netanyahou exagère peut-être l'ampleur de la réalisation historique, malgré des raisons tout à fait compréhensibles, mais pas seulement parce qu'il est un excessif, disons-le, un publiciste, mais surtout parce que la décision politique a principalement révélé la dépendance totale d'Israël à l'égard des États-Unis. Rien de nouveau dans cette vassalité. Elle n'est pas née à cause d'une fuite politique clairvoyante dans le bureau du Premier ministre à Jérusalem, mais bien à cause du désir de l'actuelle administration à Washington de vendre des avions de combat aux Émirats et de jouir d'un certain prestige politique avant l'élection présidentielle, et bien évidemment d'établir cette ligne de front face à l'Iran au Moyen-Orient. L'événement d'aujourd'hui est la célébration de Trump qui remporte un accord politique entre Israël et les pays arabes, ce que son prédécesseur, disons-le, Barack Obama, n'avait pas réussi à réaliser. Pourtant, cela n'enlève rien à ces paix-là. Et si nous sommes jamais libérés, je dirais prochainement, de la quarantaine causée par l'échec de politique intérieure de M. Netanyahou, nous pourrons alors patauger dans les eaux du Golfe et profiter des fruits de sa politique étrangère. Seulement voilà. Sur le plan intérieur, la situation est loin d'être mirobolante, malheureusement. Il est grand temps pour un revirement de politique sociale qui placerait l'intérêt public au centre de nos préoccupations. Il y a 35 ans, peut-être certains d'entre vous se rappellent, le 1er juillet 1985, le gouvernement d'unité nationale, d'union nationale dirigé par les partis travaillistes et le Likoud, avait annoncé un plan de stabilisation d'urgence qui deviendra le programme capable de réduire l'inflation à 3 chiffres et de la réduire, cette inflation, à 2 chiffres. Le plan appelait à réduire le rôle du gouvernement dans l'économie, à faire de la croissance le principal objectif de la politique économique et à transférer la responsabilité de cette économie du gouvernement au secteur des entreprises. Les économistes alors ont salué le passage à cette économie de marché ouverte sur le monde entier. Le directeur financier du ministère des Finances a couronné cette date comme le jour de l'indépendance économique d'Israël. Mes amis, la croissance économique est effectivement devenue l'objectif principal de la politique économique, mais il est aujourd'hui très clair que cette croissance à elle seule ne conduit pas nécessairement à une amélioration du niveau de vie général. Au cours de la plupart des 3 dernières décennies, le PIB par habitant a certes augmenté plus rapidement que les salaires. En d'autres termes, l'économie a progressé, mais la plupart des gens n'ont pas profité de la croissance économique comme prévu. Les forces du libre marché ont conduit, entre autres, au développement d'une strate de familles et de groupes d'affaires qui ont accumulé la richesse et la puissance publique, leur permettant d'influer sur les orientations du développement économique, social et même politique d'Israël. Nous parlons du 1% le plus élevé, et à l'intérieur de celui-ci du 0,01% le plus élevé, sur lequel il n'y a aucune statistique officielle. Et donc le tableau d'ensemble de l'inégalité en Israël est cruellement biaisé. Le poids de stabilisation d'urgence, dirais-je, a réduit le poids du gouvernement dans l'économie depuis 1985. En réalité, il a réussi encore et encore, car les dépenses civiles du gouvernement en Israël sont aujourd'hui parmi les plus faibles des pays de l'OCDE.
Le résultat concret est que le gouvernement ne finance pas les services sociaux comme la santé et l'éducation au même niveau que les pays d'Europe occidentale. Au lieu de cela, le fardeau du paiement est transféré à des poches individuelles, en particulier celle de la classe moyenne. Une autre strate comprenant un peu plus d'un quart de la population est constituée de personnes vivant dans la pauvreté ou au bord de la pauvreté. Cette strate qui, pendant les années 2006-2009, comprenait 28,3% des ménages israéliens, est certes tombée à 26% en 2018. Pourtant, le taux de pauvreté en Israël est l'un des plus élevés des pays de l'OCDE. Les données font cruellement défaut, je vous le disais, en ce qui concerne le 1% le plus élevé, qui comprend à la fois des millionnaires et des milliardaires. Shlomo Swirsky, l'un des auteurs du rapport socio-économique d'Israël en 2019, appelle à corps et à cri à placer l'intérêt public au centre des politiques, des politiques nationales. Il ne s'agit pas d'affaiblir le secteur des affaires, mais plutôt de renforcer les bras de l'État. Le budget national, ajoute-t-il, doit inclure des moteurs d'égalité et pas seulement des moteurs de croissance économique. Le gouvernement israélien doit investir dans des régions du pays négligées par le secteur des affaires. Il doit établir des normes de salaire plus élevées pour les salariés qui ne vivent qu'à travers le revenu minimum. Ces salariés employés dans ses propres services dont nous parlons. Le gouvernement israélien doit moderniser le système d'enseignement public et augmenter les possibilités qui doivent être données à l'enseignement supérieur pour tous. Il doit faire face aux besoins croissants du système de santé publique et arrêter le processus de privatisation en cours, c'est un malheur. Il doit développer une option de logement public pour la location à long terme et renforcer le filet de sécurité sociale. Politique extérieure, en pleine expansion, politique intérieure, qui va de mal en pis. Je vous pose la question, à qui profitent les accords de paix? Excellente question, mes chers. En tout cas, pour l'instant, Shana Tova Mevurechet, pour vous tous et pour vous toutes. Shana Tova.